Bonjour Grenoble. Je suis très heureux d'être ici, dans ce berceau de l'innovation électronique en Europe. Et bravo à Tech and Fest pour un événement festif, réussi, convivial. J'ai vécu 12 ans dans la Silicon Valley. Et je me suis toujours demandé pourquoi ici, pourquoi dans ce lieu-là, la Silicon Valley et pas ailleurs? Alors aujourd'hui, quand on pose la question, on répond c'est la force de l'écosystème. Oui, mais au début, il n'y avait pas d'écosystème. Alors oui, au début, il y avait déjà Stanford, l'université, qui a été créée par Leland Stanford. Université scientifique qui a ouvert ses portes en 1891. Mais en fait, il y avait déjà beaucoup d'autres universités beaucoup plus prestigieuses et plus anciennes aux États-Unis. Harvard, Yale, Princeton, MIT, Cornell et même Berkeley est antérieur. Alors, pourquoi dans ce lieu? Alors pour moi, il y a 3 raisons. D'abord, comme souvent, on trouve une personne, une seule. Et ici, c'est la personnalité de Leland Stanford qui, quand il a créé l'université, l'a voulu moderne, progressive, scientifique et attachée au réel et à l'expérimentation. Mais dans sa démarche progressiste, il a aussi invité les femmes à être étudiantes. Et la première promotion de Stanford avait 25% de femmes. Ça vous paraît une évidence aujourd'hui, mais il faut savoir que Harvard n'a ouvert ses portes aux femmes que dans les années 40, quant à Princeton et Yale, c'était en 1969. Donc Stanford était un visionnaire dans ce monde. La deuxième chose, c'est une population entreprenante. Il faut voir que la Californie, c'est le Far West. La jonction ferroviaire n'a été faite qu'en 1869. C'est l'aventure. Et dès le début du XXe siècle, c'est l'aventure scientifique avec la radio. Et la troisième composante, elle est souvent oubliée et elle me semble tout aussi importante. C'est la majesté du lieu. C'est magnifique. Et en fait, c'est pour ça que je voulais vous parler de la Silicon Valley, parce que pour moi, il y a un parallèle direct avec Grenoble. Avec un homme, Louis Néel, prix Nobel de physique et résistant, qui a décidé de s'établir à Grenoble, il était originaire de Lyon, en 1937, une population entreprenante et un site absolument majestueux. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la toute première entreprise de la Silicon Valley, qui est Hewlett-Packard, qui a été créée par Bill Hewlett et Dave Packard en 1939, quand ils ont choisi de s'établir en France, ils ont choisi Grenoble. Hewlett et Packard étaient des montagnards, très attachés à la qualité de vie de leurs employés, et après avoir envisagé plusieurs villes en France, c'est Grenoble qu'ils ont choisi. Mais je vais revenir à mon sujet, le rôle de la commande publique et de l'Europe dans la souveraineté technologique française. Je suis un vétéran de la tech. J'ai créé ma première start-up, un fournisseur d'accès Internet, en 1994. Et je suis un promoteur de la French Tech depuis bien avant que le nom existe. Je suis absolument persuadé que pour que la France reste un pays maître de son destin dans un monde qui change toujours plus vite, il est absolument nécessaire que nous développions une industrie de la tech qui soit forte et exportatrice. Comprenez-moi bien. Je ne prône en aucun cas un repli sur soi. Il n'est pas question de se passer des meilleures technologies mondiales, lesquelles sont bien souvent américaines. Si nous le faisions, nous altérerions la compétitivité des entreprises françaises et l'efficacité des services de l'État. Il ne s'agit pas non plus de limiter les investissements étrangers en France, ni les rachats des start-up. L'un et l'autre sont une bonne chose et une marque de succès. Ils sont nécessaires pour contribuer à faire mûrir notre écosystème technologique. L'enjeu n'est pas la détention du capital en France. D'ailleurs, les entreprises du CAC 40 sont à 40% détenues par des étrangers, de même qu'aux États-Unis, le S&P 500. L'enjeu, c'est d'avoir la R&D en France pour continuer à avoir la recherche, l'innovation et les emplois valorisés. Alors, à l'instar des industries du luxe, de l'automobile, de l'aviation, de la construction, du tourisme, il est important que nous ayons de véritables champions mondiaux dans les technologies de l'information. Pas seulement des ESN, des marketplaces, des plateformes, des jeux en ligne ou des applicatifs. Non,
je veux dire vraiment de réelles technologies fondamentales, ce qu'on appelle aujourd'hui les deep tech. Avec plus de 100 millions d'euros dépensés en R&D, des clients régaliens dans 24 pays, certaines des plus grandes entreprises au monde, comme Wells Fargo aux États-Unis ou SoftBank au Japon, Scality, l'entreprise que je dirige, le fait quotidiennement à son échelle. Silencieusement, car nous sommes généralement invisibles, nous produisons la brique fondamentale de stockage de données pour les clouds publics ou les clouds privés dans 60 pays. Nous sommes utilisés par plus de 700 millions de personnes dans le monde. L'intelligence artificielle est à la mode. Notre technologie sert de socle aux data lakes d'entreprises comme Amadeus, SpaceX ou les services du CNES et bien d'autres. Grâce à une implication très forte des gouvernements successifs depuis 2012, grâce à la BPI, à la Caisse des dépôts, à Business France, à France Digital, je regarde dans la salle si je vois Maya, et aussi au talent et à la détermination de milliers d'entrepreneurs, la French Tech est un immense succès. L'essai est là, mais il n'est pas encore transformé. Nous avons beaucoup de licornes, mais nous manquons de centaures. Les centaures, ce sont des entreprises qui font au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons des rachats, mais nous avons peu de sorties en bourse. Or, si nous voulons réussir à pérenniser l'écosystème de la French Tech et maîtriser notre destin technologique, il est essentiel que nous ayons des entreprises suffisamment grandes et autonomes pour exporter dans le monde entier. L'État, au travers de la BPI, a réalisé un formidable travail de financement de la French Tech. Depuis 2012, ce sont plus de 25 milliards d'euros qui ont été injectés. L'État a fait sa part. Mais il manque 3 piliers pour transformer l'essai. Le premier, c'est le financement privé. Le problème est bien connu. Nous n'avons pas de fonds de pension en France et il en résulte que la masse totale d'argent disponible à l'investissement dans les entreprises de croissance est bien moindre qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre ou qu'en Allemagne. Même rapportée au PIB. Dans ces pays, elle est de l'ordre de 2% du PIB, alors que ce n'est que 0,5% en France. L'État a fait sa part, je l'ai déjà dit. Mais construire une entreprise technologique pérenne demande en moyenne 500 millions d'euros d'investissement. On est loin du compte. Et on est loin du compte en matière d'investissement privé en particulier. Les initiatives TB1 et TB2, Scale Up Europe, le sommet annuel Choose France qui invite et qui fait la promotion des investissements étrangers en France sont une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Le second pilier, c'est l'Europe. Je vais être un petit peu cru. Pour un dirigeant de start-up ou de scale-up, l'Europe, ça n'existe pas. L'Europe est une collection de pays avec différentes langues, différentes cultures et surtout différentes lois du travail. Il n'est pas beaucoup plus facile d'aller en Allemagne qu'au Japon. Il faut bien sûr continuer à homogénéiser les législations, mais les entreprises tech européennes continuent à se livrer bataille alors qu'elles devraient se rapprocher. On le voit aujourd'hui en particulier dans le cloud, dans l'IA et dans le quantique. C'est au fonds d'investissement d'initier ces rapprochements. Il est en effet très difficile pour les dirigeants de scale-up, qui sont déjà sous-financés par rapport à leurs concurrents américains, de trouver les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces fusions. Pourtant, ce n'est qu'en fabriquant des champions européens qu'on pourra rivaliser sur la scène mondiale. Le troisième pilier, qui manque cruellement, c'est la commande publique. Et c'est à mon sens le plus grand drame. Quasiment aucun des grands succès américains n'aurait existé sans un soutien important de la commande publique. Cela commence avec Hewlett-Packard. Hewlett-Packard, qui dès sa création a reçu des commandes substantielles du Department of Defense américain. C'était en 1939, c'était dans les années 40, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Cela s'est poursuivi de génération en génération. Et pour ne citer que, SpaceX n'aurait jamais existé sans les premières commandes de la NASA. Et Amazon n'aurait jamais pu développer autant de technologies aussi rapidement sans une commande de 600 millions de dollars de la CIA en 2013. On parlait à peine du cloud en France en 2013. En France, nous sommes les champions des subventions qui s'obtiennent sur dossier
et souvent servent d'effet d'aubaine à des entreprises qui n'arrivent pas à commercialiser leurs produits. Les États-Unis sont les champions de l'aide par la commande publique. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup marqué. C'était en 2014. Dès sa création, Scality était très présent aux États-Unis, y compris auprès des donneurs d'ordre régaliens. Nous y réalisons aujourd'hui 30% de notre chiffre d'affaires. En 2014, le laboratoire National Los Alamos, le créateur de la bombe atomique, achète une licence de Scality pour $1 million. C'est beaucoup d'argent. Leur projet est de tester s'il serait possible de faire un fichier unique de 2,3 pétaoctets, l'équivalent d'environ 2300 disques durs, avec une vitesse de lecture de 80 gigaoctets par seconde et la possibilité de lire des données à plusieurs endroits du fichier en même temps. C'est une gageure. On réussit. Au bout d'un an, je vais voir mon client dans un bar mexicain. Je n'ai pas la nationalité américaine, donc je n'ai pas le droit de rentrer dans le Los Alamos National Lab. Et il m'annonce qu'il ne va pas utiliser notre technologie. Alors je suis très gêné. Il a dépensé $1 million et il ne va rien faire de ce qu'il a acheté. Et il me répond que cela fait partie de sa mission d'aider les entreprises technologiques à progresser. Et effectivement, les développements que nous avons dû faire pour réaliser cette prouesse technologique nous ont permis de devenir l'un des leaders dans la diffusion vidéo. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, Dailymotion, France TV ou le site manga DMM au Japon exploitent Scality pour des dizaines de millions d'utilisateurs. Je n'ai jamais eu de conversation similaire avec un service de l'État en France. Jamais. Une commande, c'est très différent d'une subvention. D'abord, c'est parce que le résultat attendu est beaucoup plus concret, beaucoup plus réutilisable auprès des clients, et aussi parce qu'une commande rentre dans le chiffre d'affaires. Elle est donc valorisable aussi auprès des investisseurs, ce qu'une subvention n'est pas du tout. L'export représente 75% du chiffre d'affaires de notre entreprise, la France 25%. Je suis quotidiennement en compétition pour gagner des affaires au sein des services publics, des collectivités territoriales ou des entreprises contrôlées par l'État. Notre concurrence est toujours soit américaine, soit chinoise. Nous n'avons pas d'équivalent en Europe. Et je constate que bien souvent, les acheteurs de l'État préfèrent travailler avec des entreprises américaines avec lesquelles elles ont l'habitude de contracter ou avec des entreprises chinoises qui sont presque toujours les moins disantes. Pire encore, bien souvent, les services de l'État, faute de savoir-faire, sous-traitent aux ESN leurs choix technologiques sans exiger que celles-ci étudient de possibles fournisseurs européens. Il est bien normal alors que ces ESN privilégient leurs relations globales avec des entreprises comme Dell EMC par exemple, plutôt que de faire de l'effort de travailler avec des scale-up françaises. D'après une étude de l'INSEE, la part des importations dans les achats d'outils et d'appareils informatiques par les administrations françaises était de 82% en 2022, en hausse de 2 points par rapport à 2021. C'est pour moi un véritable drame. Chaque euro dépensé renforce nos concurrents et affaiblit notre balance commerciale. Je voyage beaucoup pour aller à la rencontre de nos clients et je peux vous assurer que les autres pays utilisent la commande publique comme une arme concurrentielle. Pas la France, pas l'Europe. Oui, je le sais, nous avons accepté la démarche ultralibérale de l'Europe. Je suis un pro-européen convaincu. Mais en l'occurrence, la Commission européenne se trompe. Le commissaire Thierry Breton a beau se targuer de mettre en place une identité numérique européenne entièrement souveraine, ce que je vois sur le terrain est très différent. Ce que je vois sur le terrain, ce sont des services qui ont déployé Scality pour construire un cloud privé et qui sont en train de tout migrer sur Microsoft Azure. Nous leur avons bien proposé des alternatives avec des clouds européens, français, allemands, luxembourgeois. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Il faut le dire, et c'est bien triste, mais à ce jour, la stratégie cloud au centre de l'État est un échec. Elle a permis sur les 5 dernières années aux 3 hyperscalers américains d'augmenter leur part de marché en France. Les OVH, Outscale, FreePro, Scaleway, NetWays, Cloud Temple, Clever Cloud et autres souffrent du manque de commandes. Pas des commandes rikiki comme je les vois parfois, mais des commandes ambitieuses avec des plans pluriannuels qui emportent des engagements de développement pour les scale-up, à l'image de ce qu'a fait le Los Alamos National Lab avec Scality il y a quelques années. Vous avez certainement vu hier
la décision publiée par la CNIL d'autoriser le Health Data Hub à continuer à exploiter Microsoft Azure, y compris pour le SNDS, le Système national des données de santé. J'étais le premier à soutenir le HDH en 2019 lorsqu'il a fait le choix de Microsoft Azure. Mais aujourd'hui, je pose la question. Alors que les acteurs du cloud français sont en train de mûrir, n'aurait-il pas été préférable de concevoir une convention de partenariat pour les faire monter en compétences plutôt que de financer un acteur étranger? Encore une fois, pendant ce temps, d'autres pays n'hésitent pas à passer des commandes importantes à leurs champions afin qu'ils puissent financer leurs recherches et s'assurer une hégémonie mondiale. Le gouvernement a lancé au mois de juin dernier, à l'occasion de Vivatech, le programme « Je choisis la French Tech ». Je sais qu'il y a quelques succès, mais à ce jour, je n'en vois aucun impact structurel. Je veux être clair. Je ne demande aucun passe-droit, ni pour Scality, ni pour mes confrères. Je ne demande en aucun cas que l'on se satisfasse de solutions médiocres parce qu'elles seraient françaises. Ce que je souhaite, c'est une meilleure formation des agents, acheteurs des services publics, ainsi que des services d'achat des entreprises contrôlées par l'État. Il faut qu'ils soient conscients de l'impact délétère d'acheter américain ou chinois lorsqu'une alternative européenne existe. Le Code des marchés publics permet de mettre en œuvre des critères de choix multifactoriels qui ne se limitent pas au sacro-saint -10 ans. Nous avons des leaders mondiaux. Nous avons des leaders mondiaux basés en Europe. Scality est l'un d'entre eux et on en a beaucoup ici à Grenoble. Si nous voulons assurer la souveraineté technologique de la France, si nous voulons que les entreprises de la French Tech entrent en bourse, si nous voulons que les entreprises européennes fusionnent pour grossir et rayonner dans le monde, il nous faut activer la commande publique. Il en va de la qualité de nos emplois de demain et il en va in fine de nos valeurs. Merci.